Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module de mécanique des fluides série numéro 1. Alors aujourd'hui on va traiter les deux exercices 5 et 6. Alors pour l'exercice 5, je vous lis l'énoncé. Un rhéonome cylindrique se compose de deux cylindres concentriques, un cylindre interne de rayon RI interne tournant à une vitesse angulaire constante oméga i et un cylindre externe fixe de rayon RE, voilà, un cylindre fixe. On remplit l'espace entre les deux cylindres par un fluide de viscosité mu, voilà, c'est dans l'espace, voilà, dans cet espace-là, entre les deux cylindres. Les deux cylindres sont de longueur identique, L très grande devant les autres dimensions du problème afin qu'on puisse négliger les effets de bord. Alors, on vous demande d'exprimer en fonction des données du problème le couple M nécessaire pour donner au cylindre interne une vitesse constante. Voilà. Alors, je vais à la résolution de l'exercice. Voilà, je reprends ici l'exercice. Alors, j'ai jugé utile, avant de passer à la résolution de cet exercice, de faire un petit rappel sur ce qu'on appelle un rhéomètre. Alors, vous pouvez lire ici, un rhéomètre, en anglais rhéomètre, est un appareil de laboratoire capable de faire des mesures relatives à la rhéologie d'un fluide. Alors, c'est quoi la rhéologie? C'est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les rhéomètres rotatifs sont les plus utilisés. Et c'est l'objet de cet exercice. Alors, pour ce type de rhéomètre, le fluide étudié remplit l'espace entre deux pièces coaxiales, c'est-à-dire elles ont le même axe, ce qu'on appelle un rotor et un stator. Voilà, vous avez une coupe, on va mettre le fluide, et dans cette coupe il y a un cylindre qui tourne à une certaine vitesse, voilà, sous l'effet ce qu'on appelle une torque ou un moment de force appliqué par exemple par un moteur. Bien sûr, ce cylindre va tourner avec un angle, à une vitesse angulaire bien précise. Alors, je vous donne ici une image d'un dispositif, ce qu'on appelle un viscosimètre rotationnel ou rotatif. Et bien, vous voyez ici la coupe pleine de fluide. Vous voyez ici aussi le cylindre qui tourne à l'aide par exemple d'un moteur, voilà, et on vous affiche ici les valeurs des grandeurs que vous êtes en train de mesurer. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle un shear stress, c'est-à-dire une contrainte de cisaillement, voilà, et on a aussi ce qu'on appelle un taux de cisaillement. Voilà. Alors vous pouvez imaginer dès maintenant qu'il s'agit d'avoir la contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement, voilà, avec un facteur de proportionnalité qu'on a vu la fois passée, c'est la viscosité du fluide. Voilà. Alors un rhéomètre, ou ce qu'on appelle un viscosimètre rotationnel, utilise l'idée que le moment de force, torque, voilà, le moment de force ou torque nécessaire pour faire tourner un solide dans un fluide est fonction de la viscosité de ce dernier. Voilà. Alors, c'est pour ça on mesure la torque nécessaire pour tourner un solide, ce qu'on appelle en anglais bob or disc, dans un fluide à une vitesse angulaire constante, voilà, stable. Alors, il existe deux configurations classiques, ce qu'on appelle en anglais cap and bob, existent pour les rhéomètres.
Alors, la première configuration, c'est que la coupe est fixe et le cylindre plein bob tourne. Voilà ce qu'on appelle la technique de Searle. Voilà, vous avez le cylindre qui tourne et la coupe, voilà, ou le bécher qui est, voilà, qui est fixe. C'est ce qu'on appelle la technique de Searle. Alors, il existe une autre configuration qu'on appelle technique de Couette, dans laquelle la coupe tourne et le cylindre plein. Bien sûr, chaque technique a ses avantages. Alors, la viscosité dynamique d'un fluide est le rapport entre deux grandeurs rhéologiques, à savoir la contrainte de cisaillement taux et le taux de cisaillement gamma point. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi de Newton. Voilà, la viscosité, c'est le rapport entre taux et gamma point. Alors l'idée, c'est d'établir une relation entre les grandeurs mesurées par des instruments de mesure, parce que vous avez ici, voilà, vous avez le moteur, vous connaissez bien sûr la torque que vous appliquez, qu'applique le moteur pour qu'il y ait une rotation constante, c'est-à-dire à une vitesse angulaire constante du cylindre. C'est-à-dire vous avez accès à des mesures de la torque et de la vitesse angulaire. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est d'établir une relation entre ces grandeurs mesurées par des instruments de mesure torque et vitesse angulaire et les grandeurs rhéologiques, voilà, la contrainte du cisaillement et le taux de cisaillement. Voilà, c'est-à-dire à partir de la torque que vous allez mesurer et de la vitesse, vous allez définir par des relations qu'on va voir après la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement, ce qui vous permet de déduire la valeur par exemple de la viscosité du fluide. Voilà. Alors il y a une relation, c'est-à-dire qui relie par exemple la contrainte de cisaillement à la torque, c'est-à-dire le moment de la force appliquée par le moteur, divisé par C1. Alors, et gamma point, c'est-à-dire il y a une relation qui relie le taux de cisaillement gamma point à la vitesse angulaire à travers une constance qu'on appelle les facteurs de forme. Alors C1 et C2, voilà, avec bien sûr oméga c'est la vitesse angulaire, où C1 et C2 sont des facteurs de forme qui dépendent de la géométrie du système de mesure. C'est-à-dire les gens ont fait des expériences et ont trouvé les relations qui définissent ces facteurs de forme pour chaque géométrie du dispositif de mesure. Voilà. Alors par exemple, pour nous, ce qui nous concerne, c'est un dispositif qui utilise deux cylindres coaxiaux. Et bien, les gens ont défini les facteurs de forme, c'est-à-dire leur expression. Voilà, par exemple pour C1, voilà, rappelez-vous, le C1 c'est quoi? C'est taux égal à la torque sur C1, et bien elle est égale à 1 tiers de Rm au carré H, avec Rm c'est le rayon moyen, voilà, le Ri c'est le rayon du cylindre interne, Re c'est le rayon du cylindre externe divisé par 2, voilà, et H la hauteur du cylindre, c'est-à-dire la longueur du cylindre, bien sûr, c'est, on a pris ici la longueur égale à L, mais généralement on prend H, la hauteur du cylindre. Maintenant C2, voilà, rappelez-vous C2 c'est quoi? C'est le facteur de proportionnalité entre le taux de cisaillement et la vitesse angulaire du cylindre. Et bien elle est égale à quoi? À 2 RI au carré RE au carré. Bien sûr, RI c'est le rayon du cylindre interne, RE c'est le rayon du cylindre externe, divisé par RM, voilà RM, et R au carré, E moins RI au carré. Voilà. Alors, ce sont là les relations qui relient, voilà, qui relient les constantes ou bien les grandeurs rhéologiques, c'est-à-dire taux et gamma point, aux grandeurs mesurables par le dispositif, c'est-à-dire le torque et la vitesse angulaire. C'est comme ça qu'on peut
c'est-à-dire calculer ou mesurer la viscosité d'un fluide. Voilà. Alors, d'une manière théorique, vous avez un moteur, voilà, vous avez un cylindre de moment d'inertie I par rapport à l'axe autour duquel le cylindre tourne. Il y a un moment appliqué par le moteur, voilà, pour faire tourner le cylindre, mais il y a aussi un moment de force de frottement dû au fluide, à la présence du fluide qui empêche le mouvement du cylindre. Voilà. Alors, la dynamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Bien sûr, l'équation de la dynamique, il y a la somme des forces égale à m gamma, mais il y a une relation ou bien expression corollaire qui va avec cette équation dynamique de Newton, c'est bien la variation du moment cinétique L égale à la somme des moments, voilà, appliqués sur le cylindre qui tourne. Alors bien sûr, ce cylindre a un moment d'inertie égal à I par rapport à l'axe de rotation. Voilà. Alors L est le moment cinétique du cylindre. M moteur est le moment, ou bien ce qu'on appelle le torque, appliqué par un moteur pour faire tourner le cylindre. M frottement est le moment de la force de frottement créée par le fluide et qui s'oppose à la rotation du cylindre. Voilà. Maintenant, si on fait la projection de grandeur vectorielle dans l'équation ci-dessus sur l'axe de rotation, alors on aura la dérivée de L par rapport à T. Bien sûr, par exemple, si on prend suivant Z, l'axe de rotation, égale M moteur, c'est le moment qui fait tourner le cylindre, moins la force, puisque elle s'oppose au mouvement de rotation, M frottement. Maintenant, le L, le moment cinétique, voilà, c'est bien le moment d'inertie fois la vitesse angulaire, oméga, voilà. Et, ou encore bien sûr I, parce que I est constante, on peut faire sortir le I et on aura la dérivée de la vitesse angulaire du cylindre par rapport au temps, et bien elle est due à quoi? Au moment du moteur moins le moment de frottement. Alors pour que la vitesse angulaire soit constante, c'est-à-dire ne dépend pas du temps, et bien il faut que la dérivée de oméga par rapport au temps soit égale à 0, d'où la masse, plutôt le moment appliqué par le moteur moins le moment de la force de frottement soit nul. Ou encore, c'est que il faut que pour avoir une vitesse angulaire constante, il faut que le moment appliqué par le moteur soit égal au moment de la force de frottement appliquée par le fluide. Alors, bien sûr, calculer le moment que doit appliquer le moteur pour faire tourner le cylindre à une vitesse angulaire constante revient à calculer le moment de la force de frottement qu'applique le fluide sur le cylindre. Voilà. Alors, maintenant, on suppose, voilà, peut-être qu'on vous dit ça, voilà, il n'y a pas cette donnée-là, mais on va, pour résoudre le problème, on va supposer que le profil de vitesse est linéaire entre les deux surfaces des cylindres. C'est-à-dire que, par exemple, voilà le cylindre interne, il y a le cylindre externe avec le rayon RI et le rayon RE, et voilà le cylindre interne qui tourne à une vitesse V, et bien les particules infinitésimales qui sont en contact avec la surface du rayon du cylindre interne, et ben ils vont se déplacer à la même vitesse du cylindre. Maintenant, les particules qui sont en contact au cylindre externe qui lui est fixe, et ben ils ont une vitesse nulle. Entre les deux cas extrêmes, et ben la vitesse change, c'est-à-dire les particules qui sont à ce niveau-là, ils vont se déplacer avec cette vitesse. Celles qui sont à ce niveau-là, ils vont se déplacer à ce rayon-là, ils vont se déplacer avec une vitesse moindre. Bien sûr, la variation de la vitesse de ce point-là, V,
vers 0 est supposée linéaire. C'est une approximation. Voilà, c'est une approximation. Alors, on a aussi, bien sûr, UY égale à V sur H fois Y. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, pour Y égale à la distance H en RE moins RI, et bien vous avez U égale à V. Maintenant, pour Y égale à 0, et bien la vitesse égale à 0. Entre les deux, c'est linéaire. Voilà la situation. Alors, avec H, bien sûr, c'est RE moins RI et oméga I est la vitesse angulaire du cylindre. Selon la loi de Newton, la contrainte de cisaillement, voilà, et voilà, tau égale à mu fois gamma point, ou encore égale à U mu fois DU sur DY, la variation de le taux de cisaillement. Maintenant, si on suppose que UY est linéaire en Y, et bien la dérivée de Y par rapport à Y égale à V sur H. Voilà. Et vous aurez tau égale à mu fois V sur H. Rappelez-vous, c'est la vitesse de rotation du cylindre interne. Alors que H, c'est la distance, c'est voilà, la distance entre les deux surfaces des cylindres. Encore là, c'est-à-dire la RE moins RI. Voilà. La différence entre le rayon du cylindre externe moins et le rayon du cylindre interne. Où mu est la viscosité du fluide et gamma point le taux de cisaillement. Maintenant, le module de la force de frottement appliquée par le fluide sur la surface S. Alors la surface S, voilà, vous avez le périmètre du cylindre fois la longueur, parce que la longueur pointe vers nous avec une longueur L, et bien la surface du cylindre interne, voilà, qui est en contact avec le fluide, et bien elle est égale à pi, plutôt 2pi, voilà, il y a un 2pi qui manque, 2pi RIL du cylindre, et voilà, et bien la force de frottement, bien sûr, comme vous le savez, c'est la contrainte de cisaillement, c'est une pression, fois S, la surface. Et bien je remplace tau par son expression, c'est-à-dire mu fois V sur H fois 2pi RIL, voilà. Avec H, je remplace H par RE moins RI, voilà. Et V, je la remplace par, voilà, c'est la vitesse linéaire, elle est égale à la vitesse angulaire fois le rayon RI, voilà. Oméga I, c'est la vitesse angulaire du cylindre interne et RI, la vitesse, le rayon de ce même cylindre. Voilà, je remplace V par son expression, H par son expression, voilà le S, et j'aurai cette expression de la force de frottement qu'applique le fluide sur la surface du cylindre. Alors le moment de la force de frottement par rapport à l'axe de rotation, voilà, ici on a trouvé la force. Maintenant on doit trouver le moment de la force par rapport à l'axe de rotation. Voilà, vous avez une force qui s'oppose au mouvement. Bien sûr, il y a un bras, voilà, c'est le RI par rapport à l'axe de rotation du solide, du cylindre plutôt. Et bien, c'est par rapport à l'axe, et bien le moment de frottement, bien sûr la force et le R sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, c'est pour ça le sinus de pi sur 2 égale à 1. C'est pour ça on aura tout simplement F frottement fois RI, et bien c'est égal à 2pi mu RI puissance 3 L RE moins RI fois oméga. Voilà, on a juste multiplier cette expression-là par RI. On aura RI puissance 3. Alors le moteur doit appliquer un moment, c'est-à-dire une torque, égale au moment de frottement qu'on vient de trouver, égale à 2pi fois mu RI puissance 3 L sur RE moins RI fois oméga I pour que le cylindre tourne à une vitesse angulaire constante oméga I.
Alors on peut donc de cette expression-là tirer l'expression de la viscosité du fluide. Voilà. Mu égale à au moment de moteur appliqué par le moteur fois RE moins RI sur 2pi oméga I RI puissance 3 L. Eh bien, on vient d'exprimer oméga, plutôt mu, la viscosité, en fonction de grandeur mesurable, parce qu'on sait la valeur de RE, on connaît la valeur de RE, on connaît la valeur de RI, on connaît la valeur de L, c'est-à-dire la longueur du cylindre, on connaît aussi le moment de moteur qui donne une vitesse angulaire constante, voilà, qu'on peut mesurer. Et bien, on peut, à travers ces grandeurs-là, trouver la valeur de la viscosité du fluide. Voilà. Voilà pour l'exercice 5. Alors, c'est très intéressant parce que on vient de trouver une expression de la viscosité en fonction de grandeur mesurable par un dispositif qu'on appelle rhéomètre ou encore viscosimètre rotationnel ou rotatif. Voilà. Maintenant, pour l'exercice 6, alors vous avez une plaque fine se déplace parallèlement entre deux plaques parallèles fixes à une vitesse 5 mètres par seconde. Je vais vous donner ici voilà, c'est plus clair. Alors, deux plaques parallèles fixes à une vitesse de 5 cm. Vous avez une surface fixe et une surface entre les deux, voilà, qui se déplace par voilà, une force F pour que cette plaque soit ait une vitesse de 5 mètres par seconde. Les deux plaques fixes se trouvent à une distance de 4 cm. Voilà. Et l'espace entre elles est rempli avec de l'huile de viscosité 0,9 newtons seconde par mètre carré. La section de la plaque en contact permanent avec l'huile mesure 2 cm de long et de 0,5 cm de large. Alors la première question, si la plaque se déplace à mi-distance, c'est-à-dire H1 égale à H2, entre les plaques immobiles, calculez la force nécessaire pour maintenir ce mouvement. Voilà. On revient là. Alors, on va supposer d'emblée que la plaque étant considérée fine, on peut négliger son épaisseur. C'est une approximation qu'on va adopter. Voilà. Alors maintenant, vous avez la plaque qui est à mi-chemin entre les deux plaques fixes, la plaque supérieure et la plaque inférieure. Là, on applique une force sur la plaque mobile pour que sa vitesse soit égale à 5 mètres par seconde et qu'elle soit aussi constante. Bien sûr, en tirant cette plaque, voilà, il va y avoir de part et d'autre des deux surfaces de la plaque des contraintes de cisaillement, voilà, taux supérieur du côté supérieur de la plaque et taux inférieur du côté inférieur de la plaque et qui s'opposent au mouvement de la plaque dans ce sens. Voilà. Alors la plaque mobile au milieu est soumise à deux forces de frottement appliquées par le fluide sur les surfaces supérieures et inférieures de celle-ci. Bien sûr, la force qui s'applique sur la plaque par le fluide, eh bien, c'est la somme. Voilà, c'est la force sur la surface supérieure plus la force sur la surface inférieure. Voilà, avec bien sûr la force supérieure appliquée par le fluide de l'huile, c'est la contrainte de cisaillement supérieure fois la surface de la plaque, voilà, et la contrainte de cisaillement appliquée par le fluide sur la face supérieure de la plaque mobile, et S égale à 10 puissance moins 4 mètres, parce que on vous dit ici que la plaque a voilà, la section le long de 0,5 cm et
la section mesure 2 cm de long et de large. 2 cm fois 0,25 c'est 1 cm carré, c'est 10 puissance moins 4 mètres carrés. Voilà. Alors vous avez la surface 10 puissance moins 4 mètres carrés. Le profil de la vitesse étant linéaire, on va supposer que c'est linéaire. Le taux de cisaillement est uniforme. On aura, voilà, le taux, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement supérieur égale à la viscosité fois, voilà, le taux de cisaillement qui est égal à la vitesse supérieure sur H1. Voilà. La vitesse supérieure fois H1. C'est-à-dire que le profil de vitesse dans le compartiment supérieur étant linéaire, c'est-à-dire les vitesses des particules en contact avec la surface supérieure de la plaque, voilà, est de 5 mètres par seconde, alors que les particules en contact de la plaque supérieure ont une vitesse nulle. Voilà, une vitesse nulle. Entre les deux, il y a un comportement linéaire, une variation linéaire de la vitesse. De même pour le compartiment inférieur, c'est-à-dire entre la plaque mobile et la plaque fixe inférieure, et ben, les particules en contact avec la surface inférieure de la plaque mobile ont une vitesse de V égale à 5 mètres par seconde, alors que les particules en contact avec la plaque inférieure ont une vitesse nulle. Entre les deux, il y a une variation linéaire. Voilà. Alors vous avez le taux de cisaillement dans ce compartiment égal à V égale à 5 sur H1, c'est 2 cm. De même pour le compartiment inférieur, et ben, le taux de cisaillement égal à 5 sur 2 cm, c'est-à-dire 2 sur H2. Voilà. Et ben voilà, alors où c'est la vitesse des particules, voilà, je viens d'expliquer tout cela. On aura donc la force égale à la contrainte de cisaillement fois la surface. Maintenant, je remplace taux par son expression là. Et bien sûr, des deux compartiments ont contiennent le même fluide, c'est pour ça qu'on aura la même viscosité. Maintenant, je remplace mu par 0,9 parce qu'on vous donne dans l'énoncé que la viscosité égale à 0,9. S égale à 10 puissance moins 4. La vitesse supérieure sur la surface supérieure égale à 5 mètres par seconde et H1 égale à 2 cm, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Tout calcul fait, on trouve que la force sur la face supérieure égale à 225 newtons. Alors de même, on aura la force sur la surface inférieure qui est égale à mu fois V inférieur sur H2, voilà, et on remplace, on aura 0,9 la mu, 10 puissance moins 4 c'est la surface, 5 c'est la vitesse inférieure, et H2 c'est 2 cm, on trouve aussi 225 newtons. Alors enfin, on aura la force appliquée par le fluide sur la plaque, voilà, pour que celle-là ait une vitesse de 5 cm par seconde constante, et bien c'est la somme des deux forces. Voilà, on ajoute de 225 à 225 et on aura 450 newtons. C'est-à-dire on doit appliquer une force de 450 newtons sur la plaque mobile pour que celle-ci ait une vitesse constante de 5 mètres par seconde. Voilà, maintenant on vous dit ce que deviendrait cette force si la plaque mobile se trouvait à 1 cm de la surface du bas H2 et à 3 cm de celle du haut. Voilà, c'est-à-dire on va changer de place, c'est-à-dire de disposition de la plaque. C'est-à-dire dans ce cas-là, on aura
entre la plaque mobile et la plaque fixe inférieure, on a une distance de 3 cm et 1 cm par rapport à la plaque supérieure. Alors toujours on aura la vitesse de la plaque de 5 mètres par seconde avec une force, et on aura toujours deux forces ou bien deux contraintes de cisaillement qui s'appliquent sur les deux faces de la plaque mobile. Bien sûr, on va supposer toujours que le profil de vitesse soit linéaire. Et bien les particules qui sont en contact avec la plaque supérieure ont une vitesse nulle, et celles qui ont en contact avec la plaque supérieure de la plaque mobile ont une vitesse de 5 mètres par seconde. Dans c'est-à-dire le compartiment inférieur, on aura la même chose. Les particules qui sont en contact avec la surface inférieure de la plaque mobile ont une vitesse de 5 mètres par seconde. Celles qui sont en contact avec la plaque immobile inférieure, eh ben, elles ont une vitesse de nulle. Et entre les deux points, il y a un profil linéaire de variation de la vitesse. Voilà. Alors pour le compartiment supérieur, on aura la force supérieure égale à la contrainte de cisaillement supérieure fois S, voilà, égale à mu fois V supérieur sur H2, voilà. Alors bien sûr ici c'est H1 et non pas H2 parce que c'est le H1 supérieur. Alors 0,9 10 puissance moins 4 toujours, parce que le S ça n'a pas changé, le mu, mais la vitesse ça n'a pas changé, mais le H1 a changé, c'est 1 cm, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Alors tout calcul fait, on trouve 450 newtons, la force appliquée par le fluide sur la face supérieure de la plaque mobile. Maintenant pour la face inférieure, 3 cm, et ben on aura mu V inférieur sur H2, voilà. Bien sûr, il y a un S qui manque ici, voilà. Vous avez toujours 0,9 fois 10 puissance moins 4 S et 5, mais cette fois-ci H2 égale à 3, voilà, 3 cm. Et bien, on aura 150 newtons. Enfin, la somme des forces appliquées sur la plaque mobile, et bien c'est la somme égale à 150 plus 450 égale à 600 newtons. Alors une remarque, c'est que la position relative de la plaque affecte considérablement la force nécessaire pour mouvoir cette dernière, puisque dans ce cas-là on a une force, on doit appliquer une force égale à 600 newtons, alors que lorsqu'on avait la plaque qui est au milieu entre les deux plaques, eh bien, il fallait appliquer une force moindre qui est égale à 450 newtons. Ça dépend de la position de la plaque. Alors, maintenant, la troisième question, c'est que supposons que la viscosité de l'huile au-dessus de la plaque mobile est 4 fois plus grande que celle de l'huile en dessous de la plaque. Déterminez la distance séparant la plaque mobile à la surface d'en bas qui minimisera la force nécessaire à tirer la plaque mobile entre les deux huiles à vitesse constante. Voilà l'énoncé un petit peu. Voilà, alors pour une position quelconque de la plaque mobile, il n'y a pas un S ici, les forces, il y a un S, voilà, vous devez rajouter un S, de part et d'autre de celles-ci s'écrivent comme, voilà, alors vous avez toujours la vitesse qui est égale à 5 mètres par seconde, mais on doit trouver cette position, c'est-à-dire Y, par rapport à la plaque inférieure. Bien sûr, H moins Y, c'est la distance entre la plaque supérieure et la plaque mobile. Avec H, et la distance entre les deux plaques fixes, c'est H égale à H plus H2. Voilà. Maintenant, avec on vous dit que les deux compartiments contiennent deux fluides avec des viscosités différentes, mais avec une viscosité inférieure du fluide inférieur qui est égale à 4 fois la viscosité du fluide
c'est-à-dire dans le compartiment supérieur. Voilà. Bien sûr, sur les surfaces internes des plaques fixes, les vitesses des particules en contact avec celles-là sont nulles. Maintenant, on doit trouver la distance optimale pour une force minimale. Voilà. Alors vous avez le H, vous avez le H moins Y et vous avez le Y, une variable. Voilà. Alors pour la force sur la force supérieure, sur la face supérieure, eh bien vous avez la viscosité du fluide dans le compartiment supérieur fois la surface, ça ne change pas. V, c'est la vitesse de la plaque mobile, et H-Y, c'est la distance entre la plaque mobile et la plaque fixe supérieure. Voilà. Et la force appliquée, qu'on doit appliquer, ou bien la force appliquée par le fluide sur la surface inférieure de la plaque, et bien c'est mu inférieur, voilà, puisqu'on est dans le compartiment dont le fluide a une viscosité mu inférieure, et fois S, la surface ne change pas de la plaque mobile, fois V sur Y. C'est la même vitesse puisque la plaque se déplace, bien sûr les deux surfaces se déplacent à la même vitesse, divisé par Y. Voilà, c'est la distance, c'est cette distance-là. Voilà. Et alors la force totale s'écrit, voilà, on fait l'addition de ces deux forces. Voilà, on fait sortir le S et le V puisque ce sont deux grandeurs communes. Maintenant, mu supérieur sur H moins Y plus mu inférieur sur Y, avec mu inférieur égale à 4 mu supérieur. Voilà, et voilà, vous avez, je remplace mu inférieur par 4 mu supérieur, voilà, et j'aurai cette expression-là, SV mu supérieur fois 1 sur H moins Y plus 4 sur Y. Alors, trouver la force minimum nécessaire pour tirer la plaque à une vitesse constante revient à trouver la force de frottement minimum appliquée par le fluide. D'où, voilà, c'est-à-dire la dérivée de la force par rapport à Y doit être nulle. Voilà, alors la dérivée, vous connaissez comment faire la dérivée. Voilà, vous aurez 1 sur H moins Y, je dérive par rapport à Y, j'aurai 1 sur H moins Y au carré, moins, voilà, 4 sur Y au carré qui doit être nul. Voilà, alors vous avez 1 sur H moins Y au carré moins 4 sur Y au carré égale à 0, ou encore 1 moins H sur moins Y au carré égale à 4 sur Y au carré, ou encore, voilà, 4h moins Y au carré égale à Y au carré, ou encore 2, voilà, racine carrée, 2h moins Y égale à plus ou moins Y. Voilà. Alors vous avez la première solution pour moins Y, c'est-à-dire 2h moins Y égale à moins Y, vous donne 2h égale à Y. Voilà, c'est là la valeur minimale, c'est-à-dire la valeur pour laquelle la force est minimale, la première solution, égale à 2h. Mais on sait que Y doit être inférieur à h. Voilà, la valeur maximale est h. C'est pour ça on écarte cette solution. Voilà, selon le dispositif que nous disposons, et bien cette solution est à écarter. Maintenant pour la deuxième solution, c'est-à-dire 2h moins Y égale à h, vous aurez 2h égale à 3Y. Voilà, et bien la valeur de Y pour laquelle la force est minimale égale à 2h sur 3. Bien sûr, elle est inférieure à h. Alors on va prendre cette solution. C'est-à-dire que la plaque est tirée par une force minimum lorsque celle-ci est placée à une distance Y égale à 2h sur 3 de la plaque inférieure. Voilà, c'est à 2h sur 3 de la plaque inférieure que la force nécessaire pour tirer la plaque mobile à une vitesse constante de 5 mètres par seconde est minimale. Voilà. Merci.